Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Top 243 News consacré pour l'information générale en République démocratique du Congo. Nous sommes plus précisément au Conseil d'État dans la commune de la Gombe. Pour ce 18 novembre 2020 à Kinshasa, la présidente de l'Assemblée nationale devrait se rendre à ce conseil pour se justifier en rapport avec la gestion du bureau de l'Assemblée nationale. Elle s'est fait représenter par les avocats conseils de cette chambre. Vous allez suivre avec nous l'intégralité, les interventions des partis défenderesses, mais également des partis accusés de ce bureau de l'Assemblée nationale. Suivons et on va y revenir dans ce nouveau numéro de ce 18 novembre 2020. L'audience du Conseil d'État, section du contentieux, la Chambre du Conseil en matière de référé suspension est ouverte. Résumer ce que nous avons dit, mais nous attendions de l'autre côté de la barre un argumentaire, ne serait-ce que pour concourir à l'érection d'un droit, de bonne plaidoirie en matière administrative. Mais malheureusement, voici les trois conditions qui doivent être réunies pour vous juger en déféré de réponse. La première condition, il doit avoir une requête principale. Quel a été l'intérêt du référent? En vous saisissant, juge de référé, et par la requête qui nous a été transmise, de nous désorienter. Était-il l'intérêt d'entretenir une fraude dans le chef du requérant? Vous allez considérer que la requête qui vous saisit renvoie au RA 374. Mais comment dans votre ordonnance vous pourrez dire autre chose que ce qui est écrit par les requérants? Mais là, vous quitterez le champ de sa saisie pour aller trouver la solution ailleurs. Nous avons compulsé cette pièce. Dans cette pièce, nous n'avons rien trouvé qui justifie une urgence. Parce que sûrement à travers la réplique, on a entendu la sociologie, on a entendu des débats, un peu de propos du genre débat journaliste sur un plateau de télévision, comme nous sommes habitués. Écoute, du droit, on n'a rien entendu qui justifie l'urgence au regard des moyens que nous on a pris. Lorsqu'il dit, vous devez statuer, oui, par rapport à l'urgence, mais vous devez vous référer à l'intérêt général. L'intérêt général, c'est l'intérêt des 500 citoyens congolais désignés, suivant le règle, comme députés nationaux. L'intérêt général, vous l'orientez par rapport à ça. Également à des services qui accompagnent leur activité. Monsieur le Président, vous avez entendu que le Palais du Peuple est en difficulté de fonctionner du fait de revendications du requérant. Non. Parce que plus tard hier, l'Assemblée nationale a siégé et a statué régulièrement autour de l'adoption d'un rapport d'une de ces commissions sur la clôture des comptes de la République. Alors, maintenant, l'intérêt général, mais il est d'ordre légal, on n'a pas cherché, non, vous voyez, les requérants, il doit plaire le président. Non, écoutez, ça c'est très individuel. Lorsque le requérant va chercher les facilités et les faveurs au bureau, il ne vous appelle jamais. Il ne vous avise jamais. Je ne crois même pas ses clients. Donc, vous allez remarquer que par rapport à l'urgence, à statuer pour ce soir aux conséquences d'un courrier, je dirais un peu plus là-dessus. Mais également, il vous est demandé une troisième condition, c'est-à-dire le doute sur le sérieux de la légalité. Le doute sur le sérieux de la légalité vous dit quoi? Vous dites que l'acte entrepris en légalité doit avoir des conséquences. Je ne reviens pas sur ça. Mais cette légalité de ce courrier, à quoi comme fondement? On vous dit c'est l'article 139 du règlement intérieur. Mais ce règlement intérieur, dans cette disposition précédente, fixe le règle de conduite dans la vie de député à l'Assemblée nationale. Il n'attaque nullement le bureau par devant vous. Pourquoi? On vous a dit, est-ce que ce n'est pas dans la même période qu'on a désigné ça, on a statué sur ça? Mais écoutez, qu'est-ce qu'on vous fournit là? Une panoplie des actes parlementaires, notamment comme acte parlementaire. La décision d'accepter une démission ou pas, de déchoir un membre du bureau ou pas,
Mais également, lorsque cette assemblée parlementaire, statut pour le cas évoqué ici, reçoit le référent, il aurait comparé en personne, il vous l'aurait dit. Lorsque la plénière d'une assemblée législative déclare recevable une matière, ça veut dire que cette assemblée parlementaire absout, donc dilue, fait disparaître toute irrégularité de forme qui aurait entaché la matière en recevable. Sinon, seule cette même plénière peut revenir sur cette matière. C'est ça le droit. En fait, le droit n'est pas que le droit classique, le droit également parlementaire constitué de toutes les règles, notamment de tradition et doctrine parlementaire. Maintenant, tout en rappelant ce que nous vous avons demandé, c'est-à-dire décliner votre compétence, dire citation et recevable, plus loin, non fondé. Je voudrais ajouter... C'est les rapports financiers de l'Assemblée. C'est ça la base. Or, le confrère qui m'a précédé l'a bien dit. Les requérants s'étaient vertués à être irréguliers, ignorant tout ce qui se passe au Parlement. C'est l'école buissonnière. Le bureau lui rappelle, Monsieur le Président, que ce que vous demandez, la plénière a vidé la substance. C'est la plénière qui est l'organe suprême qui doit décider de la démission ou pas du bureau. Ce n'est même pas un député ou la moitié, c'est une résolution pour dire tout ce que le bureau a suivi, en commençant par le dépôt, la présentation, ainsi que l'adoption en plénière du rapport financier. Tout a été fait dans le respect du règlement intérieur. Y a-t-il d'objet, Monsieur le Président? Il n'y en a pas. La plénière a vidé toute la substance. Mais bien plus, Monsieur le Président, le requérant par sa lettre ou par son recours qui est devant vous du 30 octobre, est-ce qu'à cette date-là, y a-t-il encore débat au Parlement sur les rapports financiers de l'Assemblée? Il vient devant vous pendant que l'Assemblée a vidé la matière. On aurait compris si ce recours était déposé pendant que à l'Assemblée les discussions continuent. Là, on comprendrait. Tout a été vidé à l'Assemblée, mais il vient devant vous pour demander, non, Monsieur le Président, on a violé, Monsieur le Président, il faut suspendre une lettre d'accusé de réception. Et par conséquent, vous allez tout simplement rejeter ce recours. Je termine, Monsieur le Président, par ce qui se qualifierait de dédoublement fonctionnel. Mes confrères l'ont bien dit. Monsieur le Président, ici, nous ne sommes pas en face d'un patron de l'administration et un fonctionnaire pour qu'on parle de ces dédoublements fonctionnels. Ce n'est pas le bureau de l'Assemblée qui est opposé à un fonctionnaire de l'Assemblée nationale. C'est une affaire interne des députés. Donc, dans ce cas d'espèce, on ne peut même pas imaginer ces dédoublements fonctionnels. Monsieur le Président, tout a été dit. Je me rallie à ce que les confrères ont dit. Vous allez tout simplement décliner votre compétence au regard de tout ce qui a été dit. Sinon, déclarer la requête irrecevable. Alors, si vous êtes le plus gentil du monde, vous la direz non fondée, j'ai dit. Merci. Nous pensons que... La difficulté que vous avez remarquée dans le chef de requérant à articuler les faits. Parce qu'en réalité, ce qui est en train de se passer, c'est qu'un forcing juridique
est en train de se faire. Ce sera démontré. Parce que les faits, les vrais, n'ont rien à voir avec ce qui vient d'être dit. Il s'agit plutôt d'une démarche qui vise à dénaturer les faits en vue de faire un forcing juridique qui amènerait votre conseil à prendre un certain nombre de décisions. Lorsque le professeur Nanoum prendra la parole pour le fond, il démontrera le forcing juridique qui est en train d'être fait. J'en viens aux faits véritables tels qu'ils se sont passés. En date du 7 juillet 2020, M. Pouena adresse une lettre de mise en demeure. J'insiste sur l'objet de la lettre. C'est une lettre de mise en demeure. Les conséquences en droit seront tirées. Une lettre de mise en demeure où il dit ceci. S'adressant à tous les membres du bureau de l'Assemblée nationale, mais la lettre est adressée à sa présidente. Il dit que selon lui, l'article 139 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale aurait été violé au motif que le bureau de l'Assemblée nationale n'aurait pas présenté le rapport dans le délai prescrit. Et alors que l'article qu'il invoque dit que les membres du bureau sont réputés démissionnaires, c'est-à-dire aucun acte n'est attendu d'eux, lui, il les met en demeure. Il insiste encore sur le mot mise en demeure. Il les met en demeure de poser un acte positif de démission. Alors que l'article qu'il invoque ne le dit pas. Et il chute dans sa lettre en disant ceci. De ce qui précède, je vous mets en demeure de déposer au secrétariat de l'Assemblée nationale dans les 3 jours, j'insiste sur le délai, dans les 3 jours à compter de la réception de la préface, la lettre de démission de tous les membres du bureau de l'Assemblée nationale pour violation flagrante de la Constitution. Il s'agit donc d'une mise en demeure avec un délai de 3 jours à compter aux membres pour poser un acte positif qu'aucun texte ne leur demande de poser. Le 10 juillet 2020, le questeur de l'Assemblée nationale a la courtoisie d'accuser réception de cette lettre de mise en demeure. Les termes, la formulation de la lettre, ce n'est pas... C'est maintenant que le dossier devient intéressant. Et nos maîtres qui font différence disent souvent le droit gît dans les nuances. Les musiciens diraient dans les virgules. Moi je dirais dans les trémas. Monsieur le Président, on va essayer de rencontrer point par point. Je ne vais pas revenir aux attaques personnelles. Ça ne sert à rien. Chacun a ses écoles. Donc, je vais aller point par point sur les moyens et respectifs d'incompétence soulevés par le bureau de l'Assemblée nationale. J'insiste bien, il s'agit du bureau de l'Assemblée nationale qui est attaqué. Ce n'est pas la République démocratique du Congo. Le défendeur en la cause ici, ce n'est pas la République démocratique du Congo. La requête est claire. Nous n'avons pas à rencontrer le ministre, c'est le premier élément des nouvelles directions de l'action. Parce que je ne vais pas finir le coup. Et quand vous lisez la lettre que nous attaquons, la lettre est claire. Le bureau me charge de vous informer ceci. Et après, ils vous disent, vous savez, quand nous avons des clients qui viennent au cabinet, on leur dit, ne parlez pas trop. Ceux qui les a tués dans leur lettre d'accusé réception, les juristes le savent, ce n'est pas l'instrumentum qui compte. Un titre, le titre d'une lettre ne suffit pas. Il faut la lire, la lettre. Et le négocium de la lettre dit quoi? Hein? Et lorsque, regardez bien, ils disent, on a fait que donner des informations, mais c'est la motivation qui est opposée. Vous savez,
Mais il y a un conflit qui m'a dit, mais l'absence de décision peut être une décision. Je ne veux pas parler là-dessus. Moi, je vais vraiment, quand vous lisez la lettre, n'est-ce pas? Elle vous dit clairement, on vous demande de démissionner. Vous nous répondez, ok, vous êtes décision, arrêtez-vous. Pourquoi vous justifiez? Dans la césure. Vous savez, quand j'ai eu ce dossier, quand on a eu le dossier au cabinet avec les confrères, on se dit, mais est-ce qu'on va prendre le risque d'attaquer l'Assemblée nationale? Non, ce n'est pas l'Assemblée nationale qui est en jeu. Donc il n'est pas question de séparation de pouvoir ici. L'argument selon lequel il y aurait une question de séparation de pouvoir n'est pas vrai. Et même je vais même plus loin. Même s'il y aurait une séparation de pouvoir, comment allez-vous expliquer que la Cour constitutionnelle puisse connaître de la constitutionnalité d'une loi? Comment allez-vous expliquer ça? De la séparation des pouvoirs ne veut pas dire l'anarchie des pouvoirs, ou l'autonomie des pouvoirs, ou le droit des pouvoirs, ou la cession des pouvoirs. Non, au contraire. La séparation des pouvoirs veut dire qu'il y a une partie cachée, une partie réservée, qu'on ne touche pas. Donc, le Conseil d'État ne va pas prendre une décision ici pour élire un bureau. Non, non, non. On ne demande pas au Conseil d'État de prendre acte d'une démission. Non. Le gouvernement dit que c'est l'Assemblée qui le prend là. On demande au Conseil d'État de suspendre une décision des administratifs, alias membres du bureau, qui refusent de démissionner. On nous dit que ce n'est pas des administratifs. Ok, nous sommes venus devant vous. Dites-nous quelle nature juridique cette décision. Ça, c'est un élément. Moi, je vais un peu plus loin. On nous dit ici que non, le bureau ne peut pas prendre des décisions administratives. Mais quand le bureau achète les véhicules pour les députés, c'est l'Assemblée. Quand le bureau un jour peut se lever le matin, il suspend le secrétaire général de cette assemblée. Non, c'est ça la nuance. Les virgules, la césure, les virgules tombées dans la nuance. Donc il n'est pas question ici de séparation de pouvoir avec la théorie d'acte de gouvernement, avec la théorie d'acte d'assemblée. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un acte administratif, décisoire. C'est quoi décisoire? Je reviens là-dessus. Ah, la beauté du roi. Et décisoire est un acte qui crée des droits et des obligations. Ok? Quelqu'un est censé démissionner. On a fait le malaise là. Ils ont dit non, on est resté démissionnaire, on n'a pas démissionné. Ah! Intéressant l'histoire. On vous écrit, on vous dit. Votre non-réponse pour nous constitue un acte explicite de démissionner. Vous répondez que vous maintenez. Quelle est votre décision? Conseil d'État. Et après cette décisoire, l'ordonnement juridique, en fait, en se maintenant au pouvoir ou en se maintenant comme membre du bureau, on n'a pas remis en cause le député. Si vous précisez ce n'est pas la qualité qui est en jeu ici, non, c'est la qualité de membre du bureau qui est en jeu. C'est très important, parce qu'il y a un qui peut être comprendre là-dessus. Un élément. Donc, lorsqu'il décide de ne pas démissionner, il se crée des droits. Donc des obligations dans le chef de mon client. C'est bon, hein? Mon client est devant des gens qui sont censés démissionner d'abord, il a devant démissionner, il risque de démissionner. Donc il va appeler le président avec des références, avec actes disciplinaires et tout. C'est évident qu'il a en droit de demander qu'il est préjudicié. Donc c'est effectivement décisoire. Il y a eu une modification de l'ordre de la loi juridique en ce que les membres en train de démissionner se sont créés des droits qui fournissent mon client en termes d'obligations. Donc le droit c'est dans les nuances. Je vais plus loin. À disposition en rapport avec mon client aurait dû utiliser d'autres moyens qui sont repris dans le règlement intérieur, qui le permettraient ou qui l'obligeraient, entre guillemets, à saisir d'abord le conseil des sages, le bureau, et ainsi de suite. Monsieur le Président, quand vous lisez cette disposition-là, on a le prix final, c'est l'article 61 au revoir. On vous dit, le membre du bureau, article 131, lorsqu'un député s'estime lésé par la décision du bureau national. En fait, quand vous évoquez cette disposition ici, c'est même bizarre. Cette décision, elle est agressive ou elle est comment? Cette même décision, elle est un problème. Bon, anyway, on va passer outre une décision en l'air.
une décision nébuleuse. Ok? Il peut, pas il doit. L'article est clair. Et ici, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est lorsque les gens ne veulent pas être contrôlés, qu'ils évoquent souvent des adultes, une histoire entre copains et tout le monde. On n'est pas entre copains ici. Et là, je vais revenir là-dessus. Donc, votre conseil d'État est réellement compétent. Il n'y a pas séparation de pouvoir en l'espèce. Il ne s'agit pas d'acte de l'Assemblée, il s'agit d'actes posés par le bureau, c'est clair. Et à cela, je réponds aussi à la question liée à la mauvaise direction d'action. 2. Le caractère des histoires, je l'ai développé, c'est clair là-dessus. Et moi, je vais plus loin. Parce que vous savez, c'est aussi à toutes les raisons aussi pas validatriques que ces gens de plaidoirie sont pris. On aurait mis en demeure le bureau avec dans l'hystérisme, éventuellement, pour que le bureau démissionne. Mais quand j'ai reçu la lettre est claire, la lettre de réclamation. Nous vous demandons de considérer votre décision de refuser de démissionner explicitement. Clair! Ce n'est pas le truc qui est important. Donc tout le monde le écoute, il y a la vie claire et dessus. Et nous le soumettons à votre sanction. Ah, l'intérêt dans le chef de mon client. L'intérêt. Donc, l'intérêt de l'action. On va vous dire non, il n'a aucun intérêt parce qu'il vient utile pour ses artistes. Il vient pour tout le monde et tout. N'est-ce pas? Mais n'oubliez pas que nous sommes en matière de l'intérêt. Et la jurisprudence est claire là-dessus. L'intérêt, pour arrêter même ces genres d'actions, même l'intérêt général, le juge peut se fonder sur l'intérêt général du fonctionnement des institutions. On va vous dire la jurisprudence qui est claire au niveau des procès d'État ailleurs. Et pourquoi cela? Parce que nous sommes devant. Et ce n'est pas votre rôle. Nous sommes devant. S'il vous plaît. Répliquer directement. Ne pensez pas que nous allons rester ici jusqu'à 14 heures. Si les juges considèrent que l'essentiel a été dit, il va prendre des mesures consistantes à lever. Merci. Donc, vous avez suffisamment de temps pour parler de manière à répondre là où il faut répondre. Je peux continuer? Allez-y. Merci. Tenons aussi compte de ces Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. En ce qui concerne les difficultés liées à l'absence du recours préalable, ils ont dit il y aurait absence de recours préalable parce qu'il y a une erreur de numéro. Ce que la loi dit, la loi ne dit pas qu'il faut mettre le numéro. La loi dit que la requête en référé est accompagnée de la requête principale. Et les codes, on va le poser là, parce qu'il n'y en a pas d'ailleurs. Le numéro n'est même pas la limite. C'est quelque chose de trop. Les codes sont clairs. Code 16 à 12 à 16. Là, on a déposé. Indique la requête principale. Le numéro, c'est le greffe qui le donne. Donc, aller sortir une sorte de numéro, ça ne veut rien dire. C'est comme quand on dit il faut avoir un recours préalable. Le numéro est important. Non, le recours est accompagné d'eux. Donc, c'est pour moi, il n'y a pas de problème là-dessus. On avance. Monsieur le Président, sur le fond de l'affaire, sur le doute sérieux de la légalité, c'est là que gît la question actuellement en discussion. Ici, il y a plusieurs moyens qui soulèvent. Il dit d'abord il paraît qu'à cause des Covid, l'Assemblée plénière ne se serait pas réunie. J'ai entendu ça. N'est-ce pas? Je répète, à cause des Covid, entre mars et juillet,
L'Assemblée plénière ne s'est jamais réunie. Mais je vous rappelle, je vais verser au dossier, parce que c'est un moyen qui vient d'être trouvé maintenant. En date du 25 mai 2020, l'Assemblée plénière s'est réunie. Il y a même des pugilats. Ils se sont battus à l'Assemblée. Rappelez-vous pourquoi? Lors de l'élection, c'est pas l'élection, lors de l'examen de la motion contre l'ancien vice-président. L'ancien vice-président de l'Assemblée. On va passer ça. Deux, juste après, ils disent qu'on ne peut pas se réunir. Ils publient un rapport, ils publient un calendrier électoral où l'Assemblée qui est censée être en confinement, entre guillemets, la même Assemblée dit qu'il y aura campagne électorale. Lorsque votre Conseil d'État suspend la décision d'exécution de calendrier électoral, rappelez-vous ce qu'il y a eu comme incident. Il y a eu plein de députés qui sont venus. Nous sommes en mai et en juin, pas juillet. C'est le motif lié éventuellement à une force majeure qui est inexistante. Parce que ce n'est pas insurmontable. Quand ça les intéresse, ils se réunissent. Quand ça les intéresse, ils se réunissent. Quand le bureau, ça intéresse, il peut convoquer l'Assemblée. Quand ça intéresse, il convoque l'Assemblée. Non, ça ne peut pas marcher. Je vais plus loin. Rappelez-vous des incidents qu'il y a eu. On a eu l'entérinement de la candidature du président de la CENI pendant la période concernée. Pendant la même période. Ce n'est pas vrai. Moi, je vais plus loin. La question n'est pas est-ce qu'on a présenté, il faut qu'ils nous disent à quelle assemblée plénière, dans le délai du mois, à quelle assemblée on a présenté le rapport définitif de la gestion financière de l'Assemblée nationale. Il n'a jamais eu lieu, je l'ai mis au défi, ça n'existe pas. L'Assemblée de juillet, entre guillemets là-bas, c'est une plénière qui examine le rapport de la commission mixte. C'est pas ça qui est demandé. Le règlement dit qu'il faut présenter le rapport à l'Assemblée plénière dans le délai. Moi là je vais plus loin. Absence d'objet. Je réponds maintenant à ça. Oh donc, comme il y a eu déjà discussion et adoption du rapport, même pas du rapport concerné, mais du rapport de la commission mixte, donc, dépôt d'objet. Qui est le quoi? Du fait que la décision a été exécutée. Quelle décision? Non. La décision que nous attaquons, ce n'est pas la décision de ne pas déposer le rapport. Non. La décision de refuser de démissionner. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. L'eau prend la cause à délibérer. Selon la loi, la décision doit intervenir dans la bouteille. Mais je vois toute la presse mobilisée. Tellement que vous avez été trop bavard, j'aurais bien voulu rendre l'ordonnance ce vendredi. Et je crois que nous pouvons aller même. Vous avez demandé le taux de vous de plaidoirie. Je l'ai dit parce que c'est un dossier très suivi. Et vous voyez, la presse est là. Peut-être que ces jours-là aussi, ils viendront suivre la décision que le Conseil d'État prendra. Donc, notre ordonnance va intervenir. N'est-ce pas pendant le confinement qu'on avait à reporter à tout moment, à prolonger l'état d'urgence? C'est pendant le confinement. C'est aussi pendant le confinement qu'on a défenestré M. Jean-Marc Kabound, notre collègue l'honorable Jean-Marc Kabound. C'est aussi pendant le confinement qu'on avait entériné la candidature de Ronsard Malonda comme président de la CENI. Donc c'est un faux fouillis. On ne peut pas se cacher derrière le confinement parce que le travail était fait. Et je mets quiconque au défi de nous prouver qu'il y a eu présentation de ces rapports en plénière. Cette présentation n'a jamais eu lieu. Et on ne peut pas dire que l'honorable Pouet est absentéiste. Le fait de l'absentéisme supposé de Pouet là, c'est qu'il les avait empêchés de présenter ces rapports. Mais c'est du n'importe quoi. Et des gens confondent acte d'assemblée et décision du bureau. Nous n'attaquons pas ici un quelconque acte d'assemblée. C'est le refus par le bureau de démissionner que nous attaquons. C'est ça l'acte administratif et c'est important de le comprendre. Tout
tout juriste ne maîtrise pas les droits administratifs. Ça a des susceptibilités que d'autres ne comprennent pas. Qu'on vienne parler de théâtre ici, bon, c'est leur droit, on ne veut pas entrer dans ces détails-là. Vous êtes confiant pour lundi? D'abord, ce qui est sûr, c'est que le débat est public. Donc, le bureau a été représenté par ses avocats conseils. La partie Pouella exact des mêmes. Alors, les argumentaires des uns et des autres se sont succédés. Mais vous savez, sans influencer la justice, vous savez qu'un dossier administratif reste administratif. Et vous avez senti donc la prestation des avocats conseils du bureau. Mais ce qui est sûr, c'est que le Conseil d'État vient de renvoyer la réaction à la huitaine. Donc nous attendons, sans influencer la justice, nous attendons le verdict de la justice. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le peuple congolais, toute la nation congolaise ne veut pas la déstabilisation des institutions et en l'occurrence l'institution Assemblée nationale, ça veut dire l'institution législative. Les techniciens de droit diraient, c'est quoi le casus? Le casus, c'est ceci. Un député, lorsque dans le déploiement de l'institution Assemblée nationale, vous avez souvenir que l'Assemblée nationale est constituée de 500 députés. Et si l'un d'entre eux se sent lésé par une décision du bureau, il ne quitte pas le palais du peuple pour aller chercher des copains juges afin de réparer. Tout se règle au palais du peuple à l'Assemblée nationale. Il rappelle au bureau sa décision et dégage les greffes, donc le préjudice qu'il subit. Si le bureau persiste, il va au comité des sages, à défaut de se taire. Il ne quitte pas le palais pour aller négocier chez des juges. Sinon, le juge ferait quoi? Comme dans le cas d'espèce. Le juge va donner des injonctions aux députés. Mais écoutez, là nous rentrons dans une république que Mobutu n'a même pas connue. Mais c'est ce qui a été demandé au Conseil de se déclarer. Par rapport au député qui a traîné les bureaux. Non, ça ne se règle qu'au palais du peuple. Jamais en dehors du palais du peuple. Sinon, on serait député sous les arbres. On est député à l'Assemblée nationale. Les députés, quand vous les élisez, et qui sont investis de ces pouvoirs-là par la validation de leur mandat, ne posent des actes qu'au regard de leur mandat. Autrement, nous sommes dans la tricherie, nous sommes dans l'anarchie. C'est ce que dit le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc vous ne pouvez pas user de votre qualité de député en faisant autre chose que le prescrit de votre mandat, notamment saisir le juge pour quoi que ce soit. Au cas où il revient même au juge de savoir toutes les lois de la République, notamment les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, qui imposent aux députés des obligations et des devoirs. Le député ne bénéficie pas que de prestige, il arrive, on ouvre la porte, il est honorable. Non, il a également des devoirs moraux importants, également des devoirs d'ordre légal qu'il doit respecter, que vous trouvez dans le règlement intérieur, qu'il ait voté ou pas, ça s'impose à lui. D'une décision fictive qu'il a soumise au Conseil d'État. Donc, nous pouvons rassurer qu'il n'existe pas un document qui s'appelle procès verbal d'une plénière. Comme le mot l'attend, procès verbal, il n'y a aucune personne qui a été verbalisée et qui font l'objet, chaque plénière fait l'objet d'une plumitif. Et celle-ci, c'est de la plumitif qu'il s'agit, elle existe bel et bien, et que la plumitif renseigne véritablement que la question a été bel et bien traitée à la plénière du 7 juillet, à laquelle les feuilles de signature des participants indiquent que l'honorable Fabrice Pouella n'a jamais participé pour faire valoir même ses prétentions d'aujourd'hui. Dans le mémo en défense de la défense de notre chambre, les pièces à comptabiliser qui sont à déposer avec la note de plaidoirie, elle va être parmi les pièces comptées. Et dans l'affaire principale, la pièce a été déjà déposée. Lundi prochain.
Vous venez de suivre les déroulements tout à l'heure à l'intérieur où chacun a émis le vœu de défendre son point de vue. Ça veut dire on fait allusion au parti accusé mais également au parti qui s'est fait défendre. Vous avez suivi tour à tour comment les participants au cours de ces conseils d'État sur la gestion de l'Assemblée nationale ont donné le point de vue. Le rendez-vous est pris pour le lundi 23 novembre 2020 à Kinshasa. On ne sait pas, le Conseil d'État va trancher sur la gestion du bureau de l'Assemblée nationale. On verra qui va gagner. L'avenir nous dira mieux. À suivre. Pour recevoir toutes les notifications des informations à chaque fois mises en ligne, il suffira de vous abonner sur Entrepreneuriat TV pour suivre toutes les informations grâce à votre magazine d'information Top 243 News. Au nom de toute la rédaction de ce nouveau, remercions pour l'attention que vous accordez à la collecte, traitement et la diffusion des informations au quotidien. Nous vous remercions.